Après avoir étudié la Deuxième Guerre mondiale, nous allons voir maintenant cette période relativement longue qui s'étend de 1945 à 2010. Je vous avais expliqué que cette période qui couvre donc, si je calcule bien, 65 ans, que cette période donc allait être marquée par deux sous-périodes, si je puis dire, à savoir la période qui va de 1946-47 à la fin de l'Empire soviétique, donc en 1991, et ensuite une deuxième période qui couvre les 20 dernières années. Cette grande période, donc, qui dure près de 40 ans, entre la Deuxième Guerre mondiale et donc la chute de l'Empire soviétique est marquée par la guerre froide. Les 20 dernières années étant davantage marquées par le surgissement de conflits régionaux. Première période donc, celle qui va de 1945 à 1991. Au lendemain de la guerre, tous les espoirs étaient permis. Je dis bien, tous les espoirs étaient permis, mais théoriquement. En effet, on sortait d'un conflit épouvantable, en tout cas extrêmement dur pour certains des belligérants, et l'on pouvait espérer raisonnablement que les êtres humains, que les nations, que les États espèrent enfin vivre pour un certain temps en bonne intelligence. C'est ainsi que, entre avril et juin 1945, lors de la conférence de San Francisco, les 5 grands vainqueurs des puissances de l'Axe, à savoir les États-Unis, l'Union soviétique, le Royaume-Uni, la Chine et enfin la France, eh bien, ces pays s'étaient mis d'accord pour créer une organisation des Nations Unies, l'ONU, qui devait succéder à une première organisation de ce type qui avait été créée au lendemain de la Première Guerre mondiale et qui avait eu son siège à Genève, à savoir la Société des Nations, la SDN. Cette Société des Nations avait fait long feu. En effet, elle ne disposait pas des moyens dont elle aurait eu besoin pour résoudre les conflits entre les États. C'est ce qui explique que dans le courant des années 30, les États qui vont être condamnés par la Société des Nations vont très rapidement s'en retirer, sans que ce n'ait vraiment des conséquences importantes pour eux. Et d'autre part, ça n'a pas empêché évidemment le déclenchement des hostilités en Asie dès 1936-37 et en Europe à partir de 1939. Cette nouvelle organisation, donc l'Organisation des Nations Unies, qui regroupe à l'heure actuelle la quasi-totalité des États du monde, à part quelques rares États qui, essentiellement pour des raisons financières, je dirais, n'ont pas de représentants, mais alors leurs affaires sont prises en charge par des États plus importants, eh bien, cette Organisation des Nations Unies a pour objectif de maintenir la paix dans le monde. Pour maintenir la paix dans le monde, on s'est dit qu'il fallait agir sur 2 leviers. Un levier, je dirais, qui permettait de mettre à la raison les États qui ne respectaient pas l'équilibre international, les frontières décidées et reconnues internationalement, mais qu'il fallait également avoir des leviers positifs. Et que pour éviter la guerre, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait essentiellement que les différents peuples du monde puissent atteindre la prospérité pour qu'il n'y ait pas justement de sentiments de frustration, de jalousie, qui puissent les conduire à vouloir faire la guerre à leurs voisins. Et c'est ainsi que 3 grandes institutions ont été mises en place, ainsi que différents organismes. Quelles sont ces 3 grandes institutions? L'institution de base, c'est ce que l'on appelle l'Assemblée
générale des Nations Unies. Elle a son siège à New York, et tous les pays membres de l'organisation disposent d'une voix, qu'il s'agisse de petits États ou de superpuissances. Dans cette assemblée sont discutés les grands problèmes internationaux, entre autres choses liées non seulement au risque potentiel de conflit, mais aussi liées à la faim, FAIM, à l'éducation, au patrimoine de l'humanité, au commerce international, bref, tous des sujets à la santé, bref, tous des sujets qui concernent l'humanité dans sa totalité. Ils sont votés des résolutions. Les résolutions ont une valeur qui dépasse la recommandation et qui ont une valeur obligatoire pour les États membres. Et ceux qui ne s'y soumettent pas, mais se mettent au banc des nations. Et c'est ainsi que de nombreuses résolutions ont été votées depuis la création de l'ONU. Les résolutions dont on parle le plus souvent, ce sont celles qui condamnent Israël quant à l'occupation des territoires qui devraient relever d'une autorité ou d'un État palestinien. À côté de cette Assemblée générale des Nations Unies, il existe un organe dont on parle beaucoup, qui est le Conseil de sécurité. Alors qu'est-ce que c'est que le Conseil de sécurité? C'est une sorte de gouvernement de la planète qui est chargé, souvent dans l'urgence, mais pas toujours dans l'urgence, ça peut être à la demande de l'Assemblée générale des Nations Unies, de pouvoir réagir très rapidement pour prendre des décisions contre un État qui ne respecterait pas les règles de la charte qui apparaissent dans la Charte des Nations Unies. Dans ce Conseil de sécurité, qui peut prendre des mesures contraignantes, répressives à l'égard d'un des États membres, par exemple l'embargo concernant un certain nombre de produits pour l'armement, entre autres choses, voire le boycott, voire le soutien à la formation d'un groupe de pays pour mettre en application, mettre en œuvre les décisions de l'ONU, eh bien, ce Conseil de sécurité est composé de 15 membres. Parmi ces 15 membres, on trouve 5 membres permanents, ce sont donc les vainqueurs des pays de l'Axe, enfin du pacte anticominterne de l'Allemagne, le Japon et l'Italie, à savoir les États-Unis, à l'heure actuelle la Russie et non plus l'Union soviétique, puisqu'elle a disparu depuis près de 20 ans maintenant. Il y a ensuite le Royaume-Uni, il y a la France, et enfin, depuis 1972 maintenant, la Chine communiste, c'est-à-dire la Chine continentale, qui a succédé tout à fait logiquement à Taïwan, c'est-à-dire la Chine nationaliste. Mais à côté de ces 5 membres permanents qui disposent d'un droit permanent de veto, ce veto permet à l'une de ces puissances, ou à plusieurs d'entre elles, de s'opposer à ce qu'une mesure soit mise en application parce qu'elle nuit ses propres intérêts. À côté donc de ces 5 membres permanents, vous avez également 10 membres non permanents, qui sont élus pour 2 ans parmi l'ensemble des autres pays membres. On essaie qu'il y ait un équilibre entre les différents continents, de telle manière qu'il y ait des pays d'Amérique du Sud, des pays européens, d'Afrique, d'Asie, voire d'Océanie qui soient également représentés, de telle manière qu'il n'y ait pas une région dans le monde qui se sente exclue des grandes décisions. À l'heure actuelle, il y a plusieurs pays qui frappent à la porte
du Conseil de sécurité, car il paraît tout à fait impensable qu'à l'heure actuelle, alors que le monde a quand même beaucoup changé depuis 65 ans, que certains pays qui depuis lors ont soit accédé à l'indépendance suite à la décolonisation, soit parce qu'ils sont devenus de grandes puissances militaires, économiques, ou tout simplement parce que le poids démographique de ces pays justifie leur présence de manière permanente au Conseil de sécurité. Donc il y a des négociations qui sont pour l'instant en cours, mais qui n'ont pas encore abouti. Quels sont les pays qui voudraient siéger de manière permanente au Conseil de sécurité? En Amérique, outre les États-Unis, on comprend qu'il y a au moins le Brésil, voire éventuellement le Mexique, mais en tout cas le Brésil. En Afrique, on parle du Nigeria, qui est le pays le plus peuplé, voire éventuellement l'Afrique du Sud. En Asie, il paraît invraisemblable que l'Inde ou que le Japon ne puissent pas siéger de manière permanente au Conseil de sécurité, voire éventuellement aussi l'Indonésie. Et en Europe, l'Allemagne est également demanderesse. C'est la première puissance européenne. Voilà. Alors, outre les deux premières institutions citées, à savoir l'Assemblée générale des Nations unies et d'autre part le Conseil de sécurité, il y a enfin une troisième institution qui est assumée par un homme qui est le secrétaire général de l'ONU. Le secrétaire général de l'ONU est à la fois le chef de l'administration de l'ONU, c'est aussi, je dirais, une sorte de super ambassadeur des Nations Unies qui se déplace régulièrement pour tenter de trouver des solutions au nom de l'Assemblée générale ou au nom du Conseil de sécurité. À l'heure actuelle, il s'agit d'un Sud-Coréen qui s'appelle donc Man Ki-moon, qui a succédé à un Ghanéen qui s'appelait Kofi Annan. Hélas, l'espoir mis dans le Conseil de sécurité, dans l'ONU, dans la création de l'ONU, va se révéler à terme caduc. Mais avant d'aborder ce sujet-là, celui de la guerre froide, je voudrais quand même encore vous dire quelques mots sur les organismes qui sont issus, qui sont liés directement à l'Organisation des Nations Unies et qui ont leur siège dans des endroits différents du monde. Il y a tout d'abord deux organismes financiers qui ont pour fonction de prêter de l'argent aux États qui en font la demande. C'est la Banque mondiale et d'autre part le Fonds monétaire international, dont le directeur général à l'heure actuelle est le Français Dominique Strauss-Kahn. Vous avez également des organisations qui s'intéressent à l'enfance et au patrimoine de l'humanité. C'est l'UNICEF qui s'occupe des problèmes de l'enfance dans le monde et qui, hélas, relève chaque année le nombre d'enfants qui travaillent encore gratuitement et qui travaillent tout simplement, ce n'est pas une question de rémunération, et qui sont plus de 200 millions dans le monde. Je dis bien des enfants, je ne parle même pas des adolescents ici. 200 millions d'enfants qui travaillent encore dans le monde aujourd'hui. Il y a bien sûr l'UNESCO. L'UNESCO, c'est donc l'expression d'un sigle, UNESCO, qui veut dire United Nations plutôt UNESCO for Education, Science, Culture Organization, UNESCO. Alors, comme son nom l'indique, l'UNESCO
essaye de promouvoir le patrimoine commun à l'ensemble des êtres humains sur Terre, l'UNESCO, en subventionnant par exemple la restauration d'un certain nombre de sites très très importants, c'est sous l'égide de l'UNESCO que le site d'Abou Simbel en Égypte a pu être déplacé lorsque l'on a créé à l'époque de Nasser le grand barrage qui ferme le lac Nasser, donc le barrage d'Assouan. L'UNESCO protège des sites, je dirais, aussi bien à Borobudur que Angkor, que les pyramides mayas et bien d'autres sites encore. Et chaque pays essaye d'inscrire au patrimoine mondial de l'humanité, évidemment, un certain nombre de ces sites, ce qui permet également de valoriser ces sites sur le plan touristique et donc d'aider au développement de l'économie. En Belgique, vous avez un site en Wallonie ce sont les ascenseurs de Strépitieux, à Bruxelles, vous avez la Grand Place, et en Flandre, vous avez les béguinages. Voilà, pour l'instant. Alors, l'éducation est également promue par l'UNESCO, ainsi que la science collective. À côté de ça, vous avez aussi des organismes qui s'occupent de la santé, comme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui, comment dirais-je, coordonne les efforts chaque année pour, non seulement pour le planning familial, pour également mettre au point les fameux vaccins de la grippe dont on parle chaque année, qui sont mis en circulation à partir du mois de septembre chez nous. Tout ça est coordonné au niveau mondial. Voilà, je vous ai cité quelques-unes de ces organisations, il y en a encore d'autres, mais c'est pour vous expliquer que depuis 1945, les nations essayent de coopérer dans toute une série de secteurs, parce qu'effectivement, c'est l'effort commun et la coopération internationale qui permet d'éviter les conflits. Alors je vous disais que cette période un petit peu euphorique qui était vécue par les peuples en 1945-46 va très rapidement laisser la place à un sentiment de crainte, de terreur. En effet, à partir de 1946, les deux super grands vont s'affronter, à savoir l'Union soviétique et d'autre part les États-Unis. En effet, le communisme progresse dans le monde, à grande vitesse, pour plusieurs raisons. J'en vois au moins trois. La première, c'est le prestige que l'Union soviétique a recueilli au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, lors de la victoire, parce que c'est le seul pays, avec l'Angleterre bien sûr, qui a pu résister vaillamment aux assauts des nazis, tout en ayant subi d'énormes pertes humaines. Staline apparaît dès lors, on ne connaît pas encore ses crimes à ce moment-là, qui ne seront dévoilés qu'en 1956, dans le fameux rapport Khrouchtchev, au 20e congrès du Parti communiste d'Union soviétique. Eh bien, Staline apparaît comme un véritable héros. Ensuite, deuxième élément, il y a la grande misère en Europe, en Asie, au lendemain de ce conflit mondial. Et je dirais le fonds de commerce, excusez-moi cette expression un peu triviale pour quelque chose qui est dramatique, mais le fonds de commerce du communisme, c'est la misère sociale, bien entendu, la pauvreté. Donc il y a plein de gens qui, même en Europe occidentale ou en Asie, se tournent vers le communisme parce qu'ils ne voient pas d'autre issue à leur sort sur Terre que de mettre en commun tous les efforts, que de nationaliser les moyens de production, les grands moyens de production dans le domaine de l'énergie, l'électricité, les banques également, les grandes usines. Ils se disent, mais c'est le seul moyen d'en sortir, c'est d'être tous solidaires. Enfin, troisième élément, c'est que l'Union soviétique
va soutenir en Europe ou en Asie tous les partis communistes qui s'y trouvent pour les aider à prendre le pouvoir. Ça va être le cas de l'Europe centrale, ça va être le cas également de plusieurs pays d'Asie où des guérillas vont se faire jour. Je vous rappellerai quand même qu'en 1949, après 3 années d'une guerre civile terrible qui remonte déjà aux années 30, la Chine devient communiste, sous l'autorité de Mao Tse-tung. L'année 1947 est une année cruciale. Déjà en 1946, lors d'un discours à l'université de Fulton aux États-Unis, l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill avait expliqué que l'Europe se trouvait divisée par un rideau de fer. C'est l'expression lui-même qu'il utilise. Partant de Stettin sur la Baltique et qui descendait jusqu'à Trieste à hauteur de la mer Adriatique. En 1947, les choses se corsent, ou je dirais que les choses deviennent encore plus nettes. En effet, le ministre des Affaires étrangères américain, donc le secrétaire d'État, le général Marshall, propose, enfin c'est le président Truman, mais via son ministre des Affaires étrangères Marshall, propose une aide à tous les pays européens qui souhaiteront pour se relever. Très rapidement, Staline interdit à tous les pays qui se trouvent dorénavant satellisés en Europe de souscrire à ce projet. Mais tous les pays d'Europe occidentale, eux, l'acceptent à bras ouverts. L'objectif des États-Unis était double. Il était tout d'abord question pour eux d'endiguer, c'est le mot qu'on utilise, la politique du contentment, d'endiguer la progression du communisme dans le monde, sur le plan, je dirais, de la défense, sur le plan militaire, mais aussi, je dirais, de permettre la création d'un grand marché où les produits américains pourraient se vendre aisément. Cette notion de plan Marshall, on va la retrouver on la retrouve depuis quelques années en Wallonie. On a repris le nom de ce général américain pour relancer l'économie wallonne, avec toutefois une exagération. L'économie wallonne d'il y a 10 ans n'en était quand même pas au stade des pays européens au lendemain de 1945. Mais enfin, on a voulu marquer les esprits pour montrer que le gouvernement wallon voulait vraiment relancer l'économie wallonne, et on a utilisé donc le nom de ce général américain qui était le ministre des Affaires étrangères après la guerre. Mais en 1947, vous avez également un idéologue soviétique qui s'appelle Zhdanov, J-D-A-N-O-V, Zhdanov, qui fait comprendre au Parti communiste d'Europe occidentale qu'il n'est pas possible d'être en Europe occidentale si l'on ne suit pas la ligne de l'Union soviétique, parce qu'il n'est pas possible d'être à cheval sur 2 systèmes. Donc il dit à ces partis, aux militants des partis communistes, vous devez choisir. Si vous êtes dans le camp communiste, vous êtes contre le colonialisme, vous êtes pour le progrès, vous êtes pour la démocratie. Ça, c'est le point de vue soviétique, bien entendu. Si maintenant vous transigez, c'est-à-dire que vous organisez un communisme à la sauce européenne d'Europe occidentale, et que vous ne respectez pas les principes de Staline, vous serez franchement dans l'autre camp, c'est-à-dire le camp dirigé par les États-Unis, par la Grande-Bretagne, par la France, par les Pays-Bas et la Belgique. Alors ça peut vous paraître étonnant d'entendre dans la bouche d'un dirigeant soviétique le nom de la Belgique, mais parce que nous sommes à une époque où la Belgique reste une grande puissance coloniale. Le Congo, c'est un gros morceau en Afrique, comme les Pays-Bas possèdent toujours jusqu'en 1949 l'Indonésie. Alors, tant
à l'Angleterre et à la France. J'ai eu l'occasion de vous en parler là, il y a 15 jours, dans le chapitre sur la décolonisation. Je ne dois pas revenir là-dessus. Donc l'année 1947 est une année cruciale, tant pour le bloc occidental que pour le bloc de l'Est. Alors on avance un petit peu dans le temps. On peut dire qu'entre 1947 et 1953, c'est le plus fort de la guerre froide. Je dis c'est le plus fort, mais la guerre froide, elle va durer encore bien longtemps. Qu'est-ce qui se passe pendant cette période-là? Cette période qui dure 7 ans. Eh bien, tout d'abord, la tension ne fait que monter entre les deux blocs. En 1949, Staline établit un blocus autour de Berlin. Quand je dis Berlin, entendons-nous bien, Berlin avait été divisé en 4 zones d'occupation en 1945. 3 de ces secteurs, qu'on appelle habituellement Berlin-Ouest, étaient rassemblés, donc étaient entre les mains des Américains, des Français et des Britanniques. Et donc c'est ce Berlin-Ouest, ce petit morceau d'Occident qui se trouve dans une mer communiste, puisque ce qui va devenir bientôt l'Allemagne de l'Est encerclait Berlin-Ouest, eh bien ce petit morceau d'Europe occidentale ou d'Occident va être encerclé donc par les troupes de Staline. Pendant plusieurs mois, les Américains ont dû relever le défi et alimenter jour après jour Berlin grâce à un pont aérien en vivres, en médicaments et en carburant. Finalement, Staline va lever ce blocus. Ensuite, toujours pendant cette période où la guerre froide, on dit la guerre froide, mais en fait c'est une guerre froide qui est très chaude, en fait, à ce moment-là, sauf que vous remarquez quand même que les deux super-grandes ne s'attaquent pas directement. Il y a un blocus de Staline et Berlin est ravitaillé par des avions américains, mais il n'y a pas d'envoi d'obus, je dirais, d'envoi de bombes ni par Staline, ni par les Américains sur la partie adverse. C'est pour ça qu'on parle de guerre froide. Il y a une tension très forte, on est à la limite de la guerre, mais la guerre n'est pas déclenchée entre les deux super-grands. Alors ensuite, entre 1950 et 1953, il y a un autre lieu de tension très grave, c'est la Corée. Alors, la Corée avait été divisée en 1945 en 2 secteurs. La Corée du Nord, oui, la Corée appartenait jusqu'en 1945 au Japon, je le rappelle. Et la Corée avait été donc divisée en 2 secteurs. Ainsi, le nord aux mains des soviétiques, le sud sous autorité militaire américaine, comme le Japon était sous autorité militaire américaine d'ailleurs à ce moment-là aussi. Toutefois, la tension va monter entre les 2 Corées, ou plus exactement entre les 2 grands qui occupent leur secteur militaire. Et c'est ainsi que la Corée du Nord va envahir la Corée du Sud. La Corée du Sud va réagir avec l'aide des Américains et on a frôlé vraiment la guerre mondiale à ce moment-là, la 3e guerre mondiale. Parce qu'en effet, la Corée du Sud est soutenue par les Soviétiques, mais aussi par les Chinois, qui sont devenus communistes en 1949. Enfin, l'État est devenu communiste en 1949. Et donc, les soldats américains, aidés par un contingent international, puisque les Américains avaient fait voter une résolution des Nations Unies pour que la communauté internationale se mobilise face à cette agression, eh bien les Américains ont à côté d'eux, par exemple, des Belges. Je crois qu'il y a eu près de 500 Belges qui sont morts en Corée. Alors, les Américains, donc ce sont les Belges et tous les autres membres de la communauté internationale, ceux-là qui se sont battus là-bas, se sont battus non seulement contre les Coréens du Nord, mais contre les Chinois. Donc vous pouvez imaginer que les Belges se sont battus contre les Chinois. C'est des choses que les jeunes générations ne connaissent pas toujours. Cette guerre terrible, finalement, aboutit à l'armistice de 1953. On retourne aux frontières initiales, c'est-à-dire celles de 1950, et c'est toujours cette frontière-là qui sert
de ligne de démarcation, de partage entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Vous savez certainement que la Corée du Nord reste le dernier bastion du stalinisme dans le monde. Je dis bien le dernier, car il existe encore d'autres régimes communistes en Chine, à Cuba, au Vietnam. On peut dire que la Corée du Nord, c'est vraiment l'URSS de Staline en miniature, le dernier, je dirais, surgeon du communisme stalinien, Parallèlement à cette guerre de Corée, il y a également une guerre en Indochine. Une guerre coloniale, cette fois, entre les Français et les Vietnamiens du Nord. En tout cas, entre les Français et les Vietnamiens. Et finalement, ça aboutit à une partition du Vietnam entre le Nord, sous obédience communiste, et le Sud, qui est dans le giron capitaliste. Les Français partis après leur défaite de Dien Bien Phu, dont j'ai vu parler il y a 15 jours, en 1954, des accords sont signés, la France se retire, et elle sera bientôt remplacée au début des années 1960 par les États-Unis. En effet, la guerre d'Indochine reprend à partir de 1961, je dirais par l'envoi de conseillers militaires envoyés par le Pentagone. À partir de 1963, les choses se corsent. Quelque part, pour la légende dorée de Kennedy, il a été assassiné, ce qui veut dire qu'il n'a pas dû mener cette guerre du Vietnam. C'est son vice-président qui devient président qui doit la mener, c'est-à-dire Johnson, et plus tard le successeur de Johnson, le successeur républicain Nixon, car je ne sais pas si l'image de Kennedy serait restée la même s'il avait dû conduire cette guerre par la suite. Alors cette guerre, je vous ai dit, dure de 1963 à 1973. L'enjeu est, je dirais, pas économique, il est essentiellement, je dirais, stratégique et surtout symbolique. À ce moment-là, on est dans un conflit du point de vue des deux parties entre le bien et le mal. Évidemment, les rôles étant interchangeables, suivant qu'on se trouve d'un côté ou l'autre de la ligne de partage. Donc le Vietnam constitue, je dirais, symboliquement le lieu de tension à l'extrême entre les deux super-grands. Mais si les Russes et les Chinois soutiennent les Vietnamiens, ils ne sont pas, eux, directement en guerre directement avec les Américains. C'est pour ça qu'on parle toujours de la guerre froide. Si les Soviétiques et les Chinois étaient rentrés en guerre immédiatement face aux Américains, mais là, c'était la Troisième Guerre mondiale. Les Américains vont envoyer plus de 500 000 hommes au Vietnam. À un moment donné, ils seront plus de 500 000 hommes présents sur le territoire vietnamien. Ils vont utiliser des moyens, je dirais, il n'y a jamais de moyens propres dans les guerres, mais c'est l'époque des fameux B-52, également l'époque où l'on va arroser, si je puis dire, le Vietnam des bombes au napalm. On va utiliser là le fameux agent orange qui permet le défoliement des forêts du Vietnam pour mettre à nu, je dirais, les villages et les populations, ainsi que les rebelles, enfin les rebelles, entendons-nous bien, ce sont des rebelles aux yeux des Vietnamiens du Sud, mais en fait ce sont tout simplement des résistants aux yeux des Vietnamiens qui combattent pour leur liberté, pour chasser également l'occupant étranger. Et finalement, en 1973, les Américains signent la paix. Le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud sont, comment dirais-je, restent séparés, mais ce n'est que partie remise, car 2 ans plus tard, le Vietnam du Nord envahit le Vietnam du Sud. Les Américains étaient partis depuis 2 ans, et on connaît la honte qu'ont connue les Américains, puisqu'en 1975, à Saigon, il y avait un hélicoptère, on voit toujours sur les images d'archives, juste au-dessus de l'ambassade des États-Unis, pour essayer de récupérer les dernières personnes au moment de la progression des troupes nord-vietnamiennes à Saigon, c'est-à-dire la capitale du Vietnam du Sud. Par la suite, les Vietnamiens du Nord
ont annexé, dans les faits, le Cambodge et le Laos, qui avaient constitué un enjeu évidemment très important à cette époque-là aussi, puisqu'ils vont être dirigés aussi, comment dirais-je, ils avaient constitué également des points de départ de base pour les Américains et pour les Vietnamiens pour se faire la guerre. Donc il fallait contrôler, les Américains voulaient contrôler également le Cambodge et le Laos. Ils ont perdu là aussi. Mais alors, ce qui est particulièrement troublant, c'est que, une fois les Américains partis, le sud-est asiatique, donc la péninsule indochinoise, si je puis dire, ex-indochinoise, va être l'enjeu d'un conflit entre communistes, entre les communistes soutenus par Pékin et les communistes soutenus par Moscou. Les Vietnamiens sont soutenus par Moscou, tandis que les Cambodgiens, le régime qui se met en place au Cambodge, c'est le régime des Khmers rouges, eh bien ce régime est un régime de maoïstes. Il va conduire au génocide de plusieurs millions de Cambodgiens. Alors, je poursuis maintenant. Je vous ai parlé tout à l'heure de la guerre froide. Je vous ai dit quand elle naît et quand elle connaît son apogée. Maintenant, je reviens en arrière pour vous dire quel est le dispositif militaire qui a été mis au point dans le cadre d'organisation par les Américains d'un côté, par les Soviétiques de l'autre. Dès 1949, les États-Unis mettent au point une organisation qui est l'Organisation du Traité Atlantique Nord, à savoir l'OTAN, qui a son siège à Bruxelles. Il a eu son siège jadis à Paris, mais je crois que c'est en 1966, le général de Gaulle a dit que la France voulait avoir sa politique étrangère indépendante des Américains, c'est ce qui explique le déménagement de l'OTAN à Bruxelles. Voilà. Les Américains vont compléter leur dispositif en 1954, en 1955 également, par la création d'abord de l'OTAS, c'est-à-dire l'Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est, qui comprenait la Thaïlande, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Vietnam du Sud, peut-être à l'époque. Voilà. Et ensuite, par la création d'une deuxième organisation qui est le pacte de Bagdad, qui comprenait le Pakistan, peut-être la Birmanie, je crois aussi l'Iran, à un moment donné, et même l'Irak, même si l'Irak n'est pas resté dedans. Autrement dit, il s'agissait, grâce à ces trois organisations, l'OTAN à l'ouest, qui comprenait une alliance, dans son alliance, à la fois les États-Unis, le Canada et presque tous les pays d'Europe occidentale, au sud, le pacte de Bagdad, et ensuite, au sud-est, l'OTAS. Il s'agissait donc d'établir un véritable glacis face à la progression du communisme dans le monde. Réplique, bien entendu, des Soviétiques qui, en 1955, créent le pacte de Varsovie, qui regroupait les pays d'Europe centrale qui avaient été satellisés au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, je crois que c'est aussi en 1947 d'ailleurs, Moscou avait remplacé le fameux Comintern dont j'ai pu vous parler précédemment, et qui avait été dissous par Staline donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, par une autre organisation qui s'appelle le Cominform. Et le Cominform, en fait, rassemblait les différents partis communistes du monde. En fait, c'était surtout le moyen utilisé par Staline pour contrôler tous ces partis communistes, pour les utiliser véritablement comme fer de lance à l'intérieur même des pays occidentaux, ou tout simplement pour contrôler les pays satellites d'Europe centrale. Alors, quels sont encore les grands éléments, les grandes étapes de la guerre froide?
On pouvait espérer, au lendemain de 1953, au lendemain de la mort de Staline, que les choses iraient mieux. Et c'est ainsi que son successeur, Khrouchtchev, avait, dans un discours, parlé de coexistence pacifique, période qui s'ouvrait dorénavant au lendemain de la mort du despote soviétique. En 1956 également, lors de son fameux discours sur lequel j'ai anticipé tout à l'heure, il a dénoncé les crimes de Staline, les camps d'internement, le fameux goulag. Mais si Khrouchtchev voulait une libéralisation relative du régime communiste en Union soviétique, il ne l'entendait pas de la même manière, par contre, dans les pays satellites. Et c'est ainsi qu'en 1956, quand les Hongrois se sont révoltés et ont souhaité établir un socialisme à visage humain, en Hongrie, très rapidement, les chars du pacte de Varsovie sont intervenus et ont maté la révolte hongroise dans le sang. Toutefois, dans les années 50, on peut dire que les rencontres se font sporadiquement au plus haut niveau, entre les présidents des États-Unis et d'autre part les plus hauts dirigeants soviétiques. Mais les choses tournent mal quand, en 1959, Cuba devient socialiste d'abord, communiste ensuite. Même si le marxisme-léninisme de Fidel Castro est arrangé à la sauce, je dirais, d'Amérique centrale, même si ce n'est pas un marxisme-léninisme rigoureux, plutôt tiers-mondiste, je dirais. En effet, en 1950, début 1959, Fidel Castro, qui est un avocat, qui a dirigé la rébellion contre le dictateur Batista, qui était à la tête d'un régime corrompu à la solde des États-Unis. Donc, lorsque Fidel Castro renverse ce régime, dans un premier temps, on ne peut pas dire qu'il soit communiste. Pas du tout, c'est au fond un socialiste, sans doute un socialiste révolutionnaire, on est bien d'accord. Mais enfin, ce n'est pas quelqu'un qui est aux ordres de Moscou. Mais la pression des États-Unis, qui vont établir rapidement un blocus autour de Cuba, blocus qui existe toujours à l'heure actuelle, pour le prétexte que les droits de l'homme ne sont pas respectés à Cuba, eh bien, ce régime va devenir progressivement, enfin, Fidel Castro va se retourner progressivement vers l'URSS pour avoir un protecteur. En 1961, Kennedy soutient même le débarquement de contre-révolutionnaires dans la fameuse baie des Cochons, à Cuba, pour renverser Fidel Castro. C'est un remarquable échec. Et c'est ainsi que Fidel Castro va radicaliser ses positions politiques et se jette véritablement dans les bras des Soviétiques. Il n'a d'ailleurs pas le choix, puisque le Cuba ne se trouve qu'à quelques centaines de kilomètres des côtes de la Floride. Il autorise, en 1962, les Soviétiques à établir des rampes de lancement de missiles sur le sol cubain. Il se fait que ces rampes de lancement sont identifiées par un avion espion américain. Ces photos vont être publiées et le président Kennedy, tout à fait logiquement, a réagi vigoureusement parce que le rayon d'action des missiles qui auraient pu être envoyés depuis Cuba allait jusqu'à une centaine de kilomètres de Washington, vous imaginez, donc la capitale fédérale des États-Unis. Donc ce n'était pas simplement les côtes de la Floride qui pouvaient être visées, seulement Miami, non. Le rayon d'action aurait pu être beaucoup plus grand que cela. Alors finalement, la tension monte à son comble, il y a une menace d'une guerre atomique entre les deux super grands,
Et à la suite d'un troc, d'un compromis, Khrouchtchev retire ses rampes de lancement, mais en échange, bien entendu, il demande, ce qui va être fait, que les missiles Pershing, les missiles de longue portée des Américains qui sont en Turquie et qui sont orientés vers l'URSS soient également démantelés. Et ça, c'est un aspect que on oublie parfois un peu trop rapidement. On a toujours l'impression que c'est les États-Unis qui montrent les dents et que l'URSS recule. Vous pensez bien que l'URSS, à ce moment-là, depuis 1949, possède la bombe atomique. Je ne sais pas si à cette date-là, on a déjà la bombe à hydrogène, mais en tout cas, on en est tout près. Et pensez bien que l'Union soviétique n'avait pas reculé, alors qu'elle-même était une superpuissance sur le plan militaire. Et donc, il y a eu un véritable troc. Voilà. Alors maintenant, on va voir comment les choses se sont déroulées dans les années 70. Alors, dans les années 70, alors que les choses paraissaient s'être relativement calmées, l'URSS décide une offensive tous azimuts pour installer le communisme en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Elle va soutenir des guérillas un petit peu partout. L'URSS, de l'époque de Léonid Brejnev, qui est à l'époque secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, va soutenir et même installer, grâce aux troupes locales qu'il soutient vigoureusement, ainsi que les Cubains d'ailleurs en Angola, des régimes en Éthiopie, en Somalie, en Guinée-Bissau, au Congo. Je ne parle pas du Congo Kinshasa, je parle du Congo Brazzaville, en Angola, au Mozambique. Donc le communisme est en train de faire tache d'huile en Afrique à cette période-là. Il fera tache d'huile également au Yémen. En Amérique du Sud, le communisme progresse également. Il ne pourra jamais s'installer, mais que ce soit au Nicaragua, que ce soit également des tentatives au Salvador, ça n'a pas abouti, mais également la guérilla a été portée en Bolivie par le légendaire Che Guevara, qui va mourir, si mes souvenirs sont bons, en 1967, dans une embuscade, comment dirais-je, organisée par l'armée bolivienne. En Asie également, les soviétiques sont à l'offensive. Je vous ai parlé tout à l'heure du sud-est asiatique, je n'y reviens pas, via le Vietnam, mais il y a aussi l'Afghanistan. À la fin des années 70, l'Union soviétique décide d'intervenir en Afghanistan à l'appel du premier ministre afghan qui, à l'époque, a installé un régime communiste. Les soviétiques vont s'embourber dans ce conflit, qui va durer un peu moins d'une dizaine d'années. Si mes souvenirs sont bons, c'est de 1979 à 1988, lorsque les derniers soldats soviétiques partiront d'Afghanistan. Les soviétiques vont y perdre autant de soldats que les Américains au Vietnam, à savoir 50 000. Il y aurait également des dizaines de milliers de mutilés, de blessés, qui vont revenir par avion militaire à Moscou. Donc, on peut dire que l'Afghanistan est le Vietnam des soviétiques. Alors vous allez me dire, mais pourquoi avoir soutenu ce régime afghan? Tout d'abord, l'Afghanistan est aux portes de l'URSS. Et je dirais que depuis le XVIIe siècle, et même avant, l'URSS s'est construite progressivement, lentement, mais sûrement, en Asie, d'abord en Europe, puis en Asie, en conquérant des territoires proches
de ses bases, en tout cas continues, connexes au territoire russe proprement dit. À l'inverse, les autres puissances européennes, comme l'Espagne, la France, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, qui, eux, ont constitué un empire colonial outre-mer, tandis que les Russes, ils n'ont jamais constitué d'empire colonial outre-mer. Les colonies des Russes, en fait, ce sont des territoires annexes. Ils ont conquis au XIXe siècle le Turkestan, qui a donné lieu aux 5 républiques d'Asie centrale, mais l'Afghanistan est connexe. Et l'obsession des Russes, j'ai dû vous en parler dans un autre cours, a toujours été d'avoir accès aux mers chaudes. Alors les mers chaudes en Europe, après la mer Noire, c'est la Méditerranée, et c'est pour ça que les Russes, au XIXe siècle, veulent contrôler les détroits et se mêlent des affaires de l'Empire ottoman. Et en Asie, ils veulent effectivement atteindre l'océan Indien, mais par où? Par la voie continentale, bien entendu, hein, en prenant l'Afghanistan. Déjà à l'époque de Staline, il y avait déjà eu l'espoir pour les soviétiques de contrôler avec les Anglais l'Iran. Un régime en 1950-51 s'était installé, un régime communiste d'ailleurs, Mossadegh en Iran. Voilà. Donc le communisme prend, je dirais, fait une offensive vigoureuse massivement dans le monde. Mais vous savez qu'une dizaine d'années plus tard, c'est la fin de l'Empire soviétique. Donc, on dirait que l'Empire soviétique a voulu se développer à une vitesse grand V, c'est un petit peu comme ces galaxies, vous savez, ces planètes, ces soleils qui vont mourir, ces étoiles qui vont mourir et qui deviennent immenses juste avant leur mort, avant de se... comment dirais-je, en wallon on dirait de se racrapoter sur elle-même, je dirais de s'effondrer sur elle-même, hein, au point de devenir des naines blanches et des naines noires finalement. Eh bien, l'Empire soviétique, c'est quelque chose comme ça. 10 ans avant sa mort, 15 ans avant sa mort, l'Union soviétique était à son sommet, puisqu'elle dominait, elle était parvenue à faire entrer dans le giron communiste toute une série de pays en Afrique et en Asie. Et puis, 10 ans plus tard, c'est la fin de l'Union soviétique. En effet, il se fait que les États-Unis, au niveau des relations, au niveau de la politique étrangère, sont dans une mauvaise phase au lendemain de leur défaite au Vietnam. Parce qu'on peut parler de défaite, même si ça a été maquillé par une paix honorable, la paix des Braves, en 1973. À Gerald Ford, qui gouverne les États-Unis entre 1974 et 1976, succède le faible Jimmy Carter, qui, vraiment, sur le plan international, ne parvient pas à résister aux soviétiques, d'autant plus qu'il avait été élu sur base de la défense des droits de l'homme. Donc c'est certainement pas un guerrier, il n'est certainement pas offensif. Mais à partir de 1980, les choses changent. C'est le président Ronald Reagan, qui est un républicain pur et dur, conservateur, qui analyse la situation internationale de manière binaire et qui considère que l'Union soviétique est l'empire du mal, c'est le mot qu'il utilise. À ce moment-là, je vous rappellerai aussi que c'est l'époque où George Lucas fait paraître son célèbre film La guerre des étoiles, Star Wars, et où l'on voit justement l'empire du mal, aussi avec Dark Vador, etc. Donc c'est une métaphore de ce conflit entre les bons et les méchants à cette époque-là. D'ailleurs, ce film va avoir un succès énorme. Ce n'est pas un très bon film à mes yeux sur le plan cinématographique. Il y a des moyens extraordinaires qui sont mis en œuvre, évidemment, dans ce film, au niveau ce qu'on appelle maintenant l'imagerie virtuelle, etc. Mais pour le reste, voilà. Mais c'est une métaphore du conflit entre Reagan d'un côté, les États-Unis, qui lui, pendant 8 ans, ainsi que son successeur, George Bush Senior, qui va gouverner de 1988 à 1992, de ce que ces deux présidents vont mettre en œuvre. Ils vont dépenser énormément d'argent dans le secteur militaire pour casser, une fois pour toutes,
la progression de l'Union soviétique. Ça va être payant. Ça va être payant. En effet, le président Reagan va lancer un vaste programme de défense stratégique, ce que l'on appelle l'IDS, donc l'initiative de défense stratégique, que l'on a aussi appelé la guerre des étoiles, justement, qui consistait à mettre au point un système de défense de missiles antimissiles, de telle manière que le territoire des États-Unis soit protégé par un véritable bouclier. C'est la mise en place d'un bouclier similaire qui pose tant de problèmes dans les relations entre les États-Unis et la Russie à l'heure actuelle, puisqu'ils veulent l'installer, et ils l'ont installé, je crois d'ailleurs, entre autres choses, en Tchécoslovaquie. Même les Américains ont dit, mais non, c'est pas contre vous. On dit aux Russes que c'est pas contre la Russie. Évidemment que ce bouclier antimissile a été mis en place, mais c'est surtout contre une menace qui viendrait évidemment de l'Asie, et en tête en particulier l'Iran à l'heure actuelle. L'Union soviétique va s'effondrer à la fin des années 1980. Mais déjà dans les années 70, en 1972 et en 1979, deux traités avaient été signés avec les États-Unis pour limiter la production d'armements nucléaires. C'est ce qu'on appelle les accords SALT, S-A-L-T, prononcé à la française. Donc en 72, ce sont les accords SALT I, et puis en 79, les accords SALT II. Donc il s'agissait en fait de limiter, non pas de supprimer, mais de limiter la progression des armements stratégiques. Alors, ensuite, il va y avoir dans les années 80, cette fois, les accords START, S-T-A-R-T, START. C'est évidemment un sigle, c'est un des sigles, chaque lettre représentant donc en fait un mot en anglais. Alors cette fois-ci, il ne s'agit plus de limiter, mais carrément de réduire, c'est-à-dire que les deux super grands s'engagent à détruire une partie de leur stock stratégique d'armes et donc de les rendre tout à fait inutilisables, avec surveillance d'observateurs internationaux, pour qu'évidemment ce soit crédible. L'URSS a pris l'initiative dans ce domaine, en réduisant d'elle-même toute une série d'armes stationnées en Europe, en diminuant de manière drastique le nombre d'hommes de régiments stationnés en Europe centrale, ce qui, évidemment, augurait d'une ère nouvelle et annonçait cette année très importante qui est 1989, lors de laquelle le secrétaire général et président de l'Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, fera savoir au Parti communiste d'Europe centrale qu'il n'enverra pas de tanks dans l'hypothèse où des élections libres seraient organisées et où il y aurait donc démocratisation des régimes. Et vous savez que c'est en 1989 que la plupart des pays d'Europe centrale deviennent démocratiques ou en tout cas entament un processus de démocratisation. Alors, la guerre froide se termine définitivement donc en 1990. Elle avait duré, faites le calcul, plus ou moins 45 ans, quelque chose comme ça. Mais un certain nombre de conflits, alors cette fois régionaux, vont
soit persister, soit se développer avant ou après cette date, qui ne sont plus liés cette fois directement au soutien d'un des deux super grands. C'est le cas de la Yougoslavie. La Yougoslavie avait mené sa barque séparément de l'Empire soviétique depuis le lendemain de la guerre. Tito, qui était le leader, le chef de la Yougoslavie soviétique après la guerre, avait été d'ailleurs, comment dirais-je, traité d'hérétique par Staline parce qu'il ne suivait pas la voie tracée par le chef suprême de Moscou. Donc déjà, Tito avait pris le large depuis bien longtemps. Il se fait que Tito meurt, si mes souvenirs sont bons, oui, dans les années 80, enfin me semble-t-il, et la fédération yougoslave, qui comprenait 6 républiques, au début des années 90, va être sous tension et les différentes républiques qui composent cette fédération vont vouloir prendre leur indépendance. Successivement, ça a été le cas de la Slovénie, puis de la Croatie, puis de la Bosnie-Herzégovine, de la Macédoine, mais avec énormément de difficultés, car dès que la Slovénie, qui est le premier des États à avoir eu des velléités d'indépendance, la Serbie, qui dominait la fédération, a tout de suite envoyé l'armée fédérale, qui était en fait dominée par une république, c'est-à-dire la Serbie. Et donc les Serbes ont été d'abord se battre en Slovénie, ça va conduire finalement à la reconnaissance de l'indépendance de la Slovénie. Il y avait peu de Serbes en Slovénie, donc les choses ont pu se tasser assez facilement. En Croatie, les choses étaient plus compliquées, car les Serbes étaient beaucoup plus nombreux, mais alors là, en Bosnie, il s'est agi d'une véritable guerre menée par les Serbes contre les Bosniaques. Il y a eu de terribles massacres, en particulier celui de Srebrenica. Finalement, à la suite des accords de Dayton, la Bosnie-Herzégovine est devenue une confédération comprenant d'une part une république serbe de Bosnie et d'autre part une fédération croato-musulmane. On a toutefois maintenu une capitale confédérale, comme en Suisse Berne, si vous voulez, qui ici est Sarajevo. Le Monténégro s'est détaché de la Serbie très récemment, puisque c'est l'an passé ou il y a 2 ans que, à la suite d'un référendum, les Monténégrins ont décidé de se détacher de la fédération de l'ex-Yougoslavie, donc serbo-monténégrine. Mais vous savez qu'il y a eu une guerre terrible dans les années 90 contre la Serbie, parce que celle-ci avait décidé de ne plus donner de pérennité, de ne plus accepter l'autonomie dont disposait à l'époque du régime communiste le Kosovo, qui était la partie sud de la Serbie, peuplée principalement d'Albanais. Et c'est à la suite de quoi la communauté internationale est intervenue sous l'égide de l'OTAN, qui a fait la guerre à la Serbie, et ce qui a permis à la création d'un État kosovar qui est maintenant reconnu par un bon nombre de pays, dans la mesure où les États-Unis ont évidemment donné le mouvement, hein, tout à fait logiquement. Voilà, donc, grand lieu de tension, les Balkans, et le 19e, le 20e siècle s'est terminé comme il avait commencé, c'est-à-dire par un conflit dans cette région des Balkans. Alors, quels sont les autres lieux de tension? Je réfléchis un petit peu. J'ai parlé donc des Balkans maintenant. Il y a évidemment, au lendemain de l'éclatement de l'Union soviétique en 15 républiques indépendantes, les 5 républiques d'Asie centrale, les 3 États baltes,
les 3 États slaves, les 3 États qui se trouvent dans le Caucase, plus la Moldavie, hein, ça fait bien 15 si vous faites le calcul, eh bien, au lendemain de l'éclatement de l'Union soviétique, la Fédération de Russie, qui est l'héritière de la République socialiste soviétique de Russie, hein, parce qu'il y avait 15 républiques soviétiques, eh bien, cette Russie réduite à la portion congrue, même si c'est toujours le plus grand État dans le monde, comprenait lui-même toute une série de minorités. Et cet État russe, qui existe à l'heure actuelle, dirigé par Dmitri Medvedev et en sous-main évidemment par Vladimir Poutine, qui est son Premier ministre, eh bien, comprend toute une série de républiques dites autonomes. Et des conflits vont surgir dans le Caucase, à la limite donc de ces pays qui viennent de prendre leur indépendance, à savoir la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ces 3 derniers pays connaissent également des conflits sur leur propre territoire avec leurs propres minorités. Par exemple en Abkhazie, dans le Haut-Karabakh et dans le Nakhitchevan. À cette frontière donc, de ces 3 pays-là se trouvent entre autres l'Ingouchie, la Tchétchénie, l'Ossétie du Nord. Et dans ces républiques russes mais autonomes, il y a bien sûr aussi des velléités d'indépendance. Et le risque pour Moscou était très sérieux de voir s'émietter justement ces marges, ce qui ne pouvait être accepté par le régime autoritaire et centralisateur de Boris Yeltsin, d'abord dans les années 90 et dans les années 2000 dans la Russie de Vladimir Poutine. Alors, autre lieu dans le monde qui a toujours été chaud depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est le Proche-Orient. En 1917, Lord Balfour, ministre des Affaires étrangères britannique, avait promis aux Juifs la création d'un foyer qui serait créé en Palestine sur les cendres de feu l'Empire ottoman. L'Empire ottoman a été fait l'année suivante, en 1918, et les Anglais vont donc permettre l'installation de colons juifs en Palestine. Il se fait que, suite aux accords Sykes-Picot, c'est le nom des 2 négociateurs britanniques et français, le Proche-Orient, qui auparavant appartenait à l'Empire ottoman, avait été partagé sous la forme de protectorat entre la France et le Royaume-Uni. En effet, la Palestine, la Jordanie et l'Irak, la Mésopotamie, comme on l'appelait encore à l'époque, avaient été dévolus aux Britanniques, tandis que les Français s'étaient réservés la grande Syrie qui comprenait le Liban. Dans l'entre-deux-guerres, les Juifs s'installent progressivement en Palestine. Au lendemain de la guerre, il y a un événement qui s'est imposé aux mémoires, un événement supplémentaire, c'est la Shoah, le génocide par les Allemands. Et donc les Juifs réclament plus que jamais une terre qui soit à eux. En 1947, contre l'avis de la Ligue des pays arabes, l'ONU décide la création de 2 États en Palestine, un État juif et un État palestinien. Toutefois, les pays arabes ne peuvent pas accepter cela. Et c'est ainsi que, lorsque Israël est fondé l'année qui suit, donc en 1948, le pays est envahi de toutes parts par ses voisins arabes, les Libanais, les Syriens, les Égyptiens et les Transjordaniens, comme on les appelait à l'époque.
les Palestiniens n'auront jamais d'État. En effet, une grande partie du territoire qui leur avait été alloué, octroyé, va être occupée et annexée par la Transjordanie. Donc c'est un État arabe qui annexe ce que l'on appelle maintenant la Cisjordanie, et qui n'appartenait pas à la Transjordanie, qui dorénavant va s'appeler la Jordanie tout court. La Cisjordanie, comme son nom l'indique, se trouve à l'ouest du fleuve Jourdain, tandis que la Transjordanie se trouvait à l'est. Par la suite, 3 autres guerres vont opposer les pays arabes à Israël. En 1956, en effet, les Français, les Anglais font la guerre à l'Égypte, qui a décidé de nationaliser le canal, à juste titre d'ailleurs, dans le cadre de la décolonisation. Israël se met du côté des Anglais et des Français, et elle va être la seule bénéficiaire, si je puis dire, de cette guerre, puisque les Français et les Anglais vont tout perdre, et l'Égypte va nationaliser le canal. En 1967 a lieu la guerre des 6 jours. Alors là, ce sont nouveau les pays arabes qui attaquent Israël, mais Israël va occuper la plus grande partie de la Cisjordanie, elle occupera Gaza, elle occupera le plateau du Golan bientôt. La zone de Gaza prise sur l'Égypte et le plateau du Golan, qui est cette région qui permet de contrôler la plaine qui mène à Damas, et qui est un lieu donc de défense stratégique hautement important pour chacun des 2 pays. Nouvelle guerre en 1973, c'est la guerre du Kippour. La guerre du Kippour, littéralement, c'est la guerre du grand pardon. C'est une grande fête, c'est une fête juive, lors de laquelle, comme l'occasion de toutes les fêtes juives, les Israéliens ne travaillent pas, c'est comme le Shabbat, c'est le samedi, on ne travaille pas, et évidemment les Arabes profitent du jour où les Israéliens sont au repos pour les attaquer. C'est nouveau une coalition de tous les voisins d'Israël. Alors, c'était une guerre importante parce que c'est la dernière guerre entre Israël et les pays arabes. Donc ça remonte quand même maintenant, 25, 35, ça fait quoi 35, ça fait 37 ans maintenant, que Israël n'est plus en guerre avec ses voisins. C'est important parce qu'à la suite de cette guerre où l'armée égyptienne va, comment dirais-je, va conquérir, va reconquérir la rive droite du canal de Suez, donc sur la péninsule du Sinaï, va montrer que les Israéliens ne sont pas invincibles, que Tsahal, donc l'armée israélienne, n'est pas invincible. Et ça va enclencher un processus de paix au Moyen-Orient entre le Premier ministre israélien Menem Begin, à ce moment-là, qui est membre du Likoud, c'est-à-dire l'aile droite, enfin la droite, le parti de droite en Israël, et d'autre part Anwar el-Sadat, qui est le successeur du président égyptien Gamal Abdel Nasser. Et en 1978, les accords de Camp David, c'est le nom de la maison de campagne du président Bill Clinton, non pas Bill Clinton, du président Jimmy Carter à l'époque, là sont signés donc les accords entre les 2 leaders arabes d'un côté, israéliens de l'autre. Et un traité de paix signé, et donc l'Égypte est officiellement, depuis cette date-là, donc un pays qui n'est plus en guerre avec Israël, puisqu'un traité de paix est signé. Les États-Unis vont aussi, par la suite, essayer de renforcer la cohésion, surtout au lendemain de la chute de l'Union soviétique, comment dirais-je, de fixer, plutôt d'imposer leur hégémonie au Proche-Orient en signant des traités d'alliance. L'on comprend bien, c'est une région qui, sur le plan géostratégique, est essentielle pour les États-Unis, puisque la plus grande partie de la production de pétrole du monde vient de cette région-là, de telle manière qu'il n'y ait plus de conflit entre les Israéliens et les pays arabes. Mais au Proche-Orient, à cette période-là, il y a encore
il y avait eu des conflits très importants. J'ai parlé tout à l'heure de l'Afghanistan, mais ça c'est pas le Proche-Orient, c'est plutôt l'Orient central, je dirais, mais il y avait eu un conflit très important à la fin des années 70 et pendant toutes les années 80, c'est un conflit qui dure aussi 8 ou 9 ans et qui est parallèle à la guerre d'Afghanistan entre les soviétiques et les talibans à l'époque. C'est le conflit entre l'Iran et l'Irak. En effet, l'Irak avait attaqué la région qui se trouve au sud-ouest de l'Iran, où se trouvent les grands terminaux pétroliers, donc la région d'Abadan, c'est la région qu'on appelle la région du Châtel arabe. Cette guerre va durer 8 ans et fera des centaines de milliers de morts du côté iranien et du côté irakien, sans qu'aucun des deux pays ne parvienne à avoir une victoire décisive. À cette époque-là, d'ailleurs, l'Irak est armé par les États-Unis et par la France. Et qui est à la tête, évidemment, d'Irak à cette époque-là? C'est le fameux Saddam Hussein, qui deviendra le diable peu de temps auparavant. Alors vous voyez que l'histoire connaît des bons et des rebonds et des retournements de situation. Il faut savoir aussi qu'en 1979, il y avait une révolution en Iran qui avait fait très peur au monde occidental, puisqu'elle avait vu, après l'expulsion du Shah Mohamed Reza Pahlavi, avait vu l'arrivée de l'ayatollah Khomeini, qui se présentait comme le guide suprême de la révolution islamique. Et c'est à cette date, donc il y a maintenant 30 ans, qu'une république islamique s'est installée. Et c'était l'ennemi numéro 1 des États-Unis à cette époque-là. C'était l'Iran, ce n'était pas l'Irak. Maintenant que l'Irak a été défait, enfin l'Irak de Saddam Hussein, je veux dire, a été défait, c'est de nouveau l'Iran qui est redevenu l'ennemi numéro 1, on est bien d'accord, avec Mahmoud Ahmadinejad. Mais pendant une période qui est celle des années 90, ben là c'était Saddam Hussein qui est devenu le diable, alors qu'il avait été l'allié des pays occidentaux. Alors vous savez qu'il y a eu 2 guerres, une première guerre du Golfe en janvier-février 1991, à la suite de l'invasion et de l'annexion du Koweït par Saddam Hussein, qui date donc du mois d'août 1990, mais en début 1991, Saddam Hussein se fait battre à plate couture, évidemment par l'alliance qui réunit à cette époque-là 27 pays, si mes souvenirs sont bons, mais dont le cœur est évidemment l'armée américaine avec l'aide des Français et des Britanniques. Et alors, vous savez, en 2003, non plus la guerre du Golfe, mais cette fois-ci la guerre d'Irak, sous le prétexte que Saddam Hussein était en train de construire une bombe atomique, qu'on essaye de faire croire également aux gens pour l'Iran, ce qui est peut-être possible d'ailleurs, mais par la suite il s'est avéré que Saddam Hussein n'était pas en train de fabriquer de bombe atomique, et que c'était vraiment des enjeux liés essentiellement au contrôle du pétrole, évidemment, qui domine à ce moment-là. Les États-Unis attaquent l'Irak et se sont embourbés dans une guerre dont ils ont peine à sortir pour l'instant. Quand vous pensez qu'il y a eu plus, je crois, près de 4000 morts parmi les soldats américains, depuis 7 ou 8 ans, c'est quand même énorme. Évidemment, au lendemain de l'explosion et de la destruction des 2 tours à New York, le 11 septembre 2001, il fallait évidemment que les États-Unis relèvent le défi et montrent qu'ils étaient toujours une grande puissance, d'où, dès le mois novembre 2001, l'invasion, plutôt l'attaque par les États-Unis de l'Afghanistan pour en finir avec Al-Qaïda, vous savez ce que je ne veux pas terminer, pour en finir avec les repères de Ben Laden, des partisans de Ben Laden, et d'autre part, donc 2 ans plus tard, je vous ai dit plus tard, l'invasion, l'attaque par les États-Unis de l'Irak de Saddam Hussein. Voilà. Alors, dernier conflit qui est le prolongement du premier, je terminerai avec ça aujourd'hui, c'est évidemment que le conflit israélo-arabe s'est transformé en conflit israélo-palestinien.
Israël n'a toujours pas reconnu l'existence à la création d'un État palestinien. C'est resté dans les dossiers, c'est resté lettre morte. Israël a reconnu l'existence d'une haute autorité en Palestine, mais certainement pas la création d'un État. Et Israël est parvenu à ses fins, je dirais d'une part en permettant et en intensifiant la colonisation des territoires occupés, ce qui va à l'encontre de toutes les résolutions des Nations Unies, mais en 1988 commence la première intifada, l'intifada c'est-à-dire la première guerre des pierres, c'est la guerre des pauvres, ce sont ces adolescents, ces jeunes qui jettent des pierres contre les tanks israéliens. Les Israéliens ont toujours répliqué par la répression en ne cherchant jamais véritablement à trouver une paix négociée où les deux parties s'y retrouvent. Alors bien entendu, ça n'a suscité que rancune et que haine de la part des Palestiniens. À la création, ce que voulait évidemment Israël, ils ont réussi leur coup à ce moment-là, de deux gouvernements opposés à Gaza et à Ramallah. À Gaza, vous avez la prise du pouvoir par le Hamas, tandis qu'à Ramallah, vous avez le Fatah, qui sont des modérés, qui sont dirigés, je crois encore toujours maintenant, par Mahmoud Abbas. Tandis qu'à Gaza, c'est Abou Mazen. Voilà. Et finalement, au mois de janvier 2009, il y a eu cette terrible opération plomb durci, qui a conduit à la mort de plus de 1400 Palestiniens, hommes, femmes et enfants, dans la zone de Gaza, face à une armée, à une aviation israélienne dominant évidemment le ciel. Voilà. Donc je crois avoir fait le tour de l'essentiel des grands conflits. Si on devait résumer en quelques mots, je dirais que les conflits ont pu être depuis 1945, d'abord des conflits, je dirais, coloniaux, liés à la décolonisation. C'est la guerre d'Indochine, c'est la guerre d'Algérie, entre autres. Il y a eu des conflits religieux. Les conflits religieux, c'est essentiellement ceux qui vont conduire à la partition de l'Inde entre le Pakistan et l'Union indienne. Il y a eu également des conflits, je dirais, d'ordre géostratégique. Il y a eu des conflits liés à la présence de minorités. Pensons à la guerre du Biafra contre l'État central nigérian, à la fin des années 60, lié donc à une sécession. Il y a eu également des guerres, et la plupart des guerres qui se passent en Afrique à l'heure actuelle sont des guerres, on pourrait dire, de grands seigneurs de la guerre. Ce sont des généraux qui ont de l'argent pour payer des soldats qui mènent leur guerre à eux. Ça a été le cas dans l'est du Congo, par exemple. Il y a des guerres de ce type-là également au Soudan. Il y en a eu également, il y en a toujours en Somalie. Voilà. Alors il y a eu des guerres idéologiques aussi, bien entendu. J'ai parlé du Vietnam, par exemple. Des conflits également en Amérique du Sud, au Nicaragua, qui sont d'ordre idéologique, entre les Contras qui sont soutenus par les États-Unis et qui font tout pour démolir les gouvernements qui ont des velléités communistes. Les États-Unis ont comme ça soutenu le coup d'État du général Pinochet, le 11 septembre également, parce qu'on parle toujours du 11 septembre 2001, mais le 11 septembre 1973, au Chili, contre le régime de gauche, mais démocratique et constitutionnaliste de Salvador Allende. Voilà, il me reste à vous montrer maintenant quelques ouvrages. Alors, tout d'abord, une introduction à l'histoire des relations internationales, publiée chez Collin
sous la direction par Pierre Renouvin et Jean-Baptiste Durosel, qui était son élève, qui est devenu également professeur à la Sorbonne. De Sophie Chautard, ça ne coûte que 2 €, dans la petite collection Librio, Guerre et conflits du XXe siècle. Je n'aime pas trop cet ouvrage, j'ai repéré toute une série de fautes ponctuelles sur le plan chronologique. Alors, a été publié le mois passé, Parlement diplomatique, Histoire critique du XXe siècle. Alors, c'est très utile pour les enseignants, parce que vous y trouvez des dossiers chaque fois de 2 pages, sur tous les grands problèmes du XXe siècle, mais pas seulement les conflits. Très utile. Alors, la revue L'Histoire a publié sous la forme d'un petit volume, a repris plutôt sous la forme d'un petit volume, tous les articles, enfin des articles essentiels qui avaient paru dans cette revue, qui s'intitule Les années 30 de la crise à la guerre. Introduction par Michel Vinocq. En seuil point. Dans l'histoire des relations internationales sous la direction de Renouvin, le tome 8, tome 2, porte sur les crises du XXe siècle de 1929 à 1945. Alors, pour la leçon qui précède, mais qui est liée à celle-ci, puisqu'elle en constitue la première partie, il me paraît indispensable de vous montrer l'ouvrage qui contient en germe toute la politique agressive d'Hitler sur le plan international, Mein Kampf, donc Mon combat, publié ici en 1934 en édition française. Un grand classique, Léon Poliakov, Bréviaire de la haine, le Troisième Reich et les Juifs, en livre de poche. Sur la guerre d'Espagne, donc 1930, la guerre civile d'Espagne entre 1936 et 1939. La guerre d'Espagne commence aux éditions Complexes, ouvrage dû à Émile Temim. Et vous voyez en couverture la célèbre affiche « No pasarán, les fascistes ne passeront pas ». La revue Histoire, alors le numéro 200 était consacré en 1936, la guerre d'Espagne. D'Elsa Triolet, qui était la compagne bien connue de Louis Aragon, le poète du Parti communiste, 10 jours en Espagne. C'est un reportage qu'elle a fait donc au début de la guerre civile en Espagne. Un grand classique, c'est un roman de Georges Bernanos, et Grand cimetière sous la lune. Collection Point, au Seuil, un roman qui relate justement la guerre civile en Espagne d'André Malraux. L'Espoir, il était lui-même chef d'une escadrille d'aviation à la bataille de Teruel. Un ouvrage classique d'Henri Michel, La Seconde Guerre mondiale. Je ne vous ai apporté ici que le tome 1 dans la collection Peuple et civilisation aux presses universitaires de France. Alors, quelques classiques de Winston Churchill, vous apportez le tome 1 de ses mémoires sur la Deuxième Guerre mondiale. Et le tome 1 s'intitule D'une guerre à l'autre, 1919-1939. J'ai la collection complète chez moi, ça doit faire 15 volumes. Alors, de Robert Brasillac, qui était un collaborateur pendant la guerre, qui a écrit Notre avant-guerre, c'est très bien écrit parce qu'il a une très belle écriture, en livre de poche. De Marc Bloch, qui est le fondateur de l'école historique française moderne, L'étrange défaite. Il a un regard tout à fait plein d'acuité pour décrire la défaite de 1940, du côté français, l'étrange défaite. De Charles de Gaulle, bien entendu, les mémoires de guerre en 3 volumes. Je vous ai apporté ici le tome 1, L'Appel, 1940-1942, qui est également une écriture très classique. Le dossier de Vichy, c'est un des documents qui sont rassemblés par Jacques Delaunay dans la collection Archives chez Julliard. Alors, de l'écrivain Jean Guéhenno, Journal des années noires, en livre de poche, et de Léon Blum, qui fut président du Conseil en 1936, vous savez, il était à la tête du gouvernement du Front populaire, et il était enfermé dans un camp de concentration pendant la guerre, il était juif. Donc, à l'échelle humaine, il parle entre autres du procès de Riom où il était condamné. Alors, pour la Belgique, sous la direction de Paul Aron, qui est venu ici même parler de ce livre,
dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale en Belgique, chez André Versailles. De José Gotovitch et Gérard Ribois, La Belgique occupée l'an 40, publié par le CRISP, donc le Centre de recherche et d'information sociopolitique. De Jean Stengers, qui était professeur à l'Université de Bruxelles, Aux origines de la question royale, Léopold III et le gouvernement, les deux politiques belges de 1940, aux éditions du Culot. Alors, encore de José Gotovitch, la publication de sa thèse doctorat, Du rouge au tricolore, résistance et parti communiste, donc pendant la guerre, en Belgique. Alors, un ouvrage qui est un classique, qu'on ne lit plus maintenant, mais c'est bien dommage, de Virgil Georgiou, qui est en fait un évêque orthodoxe roumain, mais quand j'ai lu le roman, je ne le savais pas, qui écrit La 25e heure. C'est un roman chez Plomb qui explique toutes les pérégrinations comment dirais-je, des populations déplacées après la guerre. Et le héros de l'histoire a été tantôt considéré comme un arien parfait et puis comme un dégénéré. Donc c'est pour montrer l'absurdité de l'histoire. Alors, de Umberto Eco, ouvrage récent publié chez Grasset, À reculons comme une écrevisse. Il montre le rôle que les médias jouent dans la relation et l'explication des conflits modernes. Et donc quand vous regardez la télévision pour voir comment on explique les différents conflits, il faut peut-être avoir un regard particulièrement critique. D'Alexandre Adler, J'ai vu finir le monde ancien chez Hachette. C'est un communiste qui est devenu un virulent anticommuniste. Alors, de Michael Parenti, L'horreur impériale, les États-Unis et l'hégémonie mondiale. Alors, c'est chez Aden. De Howard Zinn, une contre-histoire des États-Unis où les conflits des États-Unis à l'étranger sont vus d'un regard très très critique. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. C'est chez Agone. Alors, sur les conflits en Amérique du Sud, Pierre Vessière, en point histoire, les révolutions d'Amérique latine. De Régis Debray, qui a été fait prisonnier lors de l'expédition bolivienne de Che Guevara, qui a été conseiller de François Mitterrand, Révolution dans la Révolution, lutte armée, lutte politique en Amérique latine, chez Maspero. Il est question évidemment, bien sûr, beaucoup de Che Guevara, qui est devenu une idole pour beaucoup de jeunes, semble-t-il. Alors, d'Ernesto Che Guevara, Le socialisme et l'homme, où il explique entre autres les techniques de guérilla, publié donc chez Maspero. Pour le Proche-Orient, de Georges Corme, Le Proche-Orient éclaté 1956-2003, un gros ouvrage en folio Histoire. Alors, sur les conflits en Afrique de Stephen Smith, Négrologie, pourquoi l'Afrique meurt. La collection plurielle chez Hachette. Alors, une émission que vous connaissez certainement, qui dure en général 10 minutes, un quart d'heure, et qui passe sur Arte depuis une quinzaine d'années, de Jean-Christophe Victor, Le dessous des cartes, Atlas géopolitique. Il y a plein de cartes par définition et qui expliquent les grands conflits. Alors, du Courrier international, l'Atlas des Atlas, qui date de mars 2005, Frontières, conflits, dialogie, prospective et utopie. Et enfin, pour terminer, deux revues que je vous conseille, des périodiques que je vous conseille de lire régulièrement. L'un est mensuel, le suivant est hebdomadaire, c'est évidemment Le Monde diplomatique. Et d'autre part, le Courrier international, qui est lui hebdomadaire, et qui vous permet d'avoir la traduction d'articles parus dans les principaux hebdomadaires et journaux dans le monde. J'ai dit.